C'est vendredi le 1er août et toute la fébrilité du retour ou du départ en vacances de l'été qui s'achève sans trop nous gâter, mais agréable car c'est le début de plein de superbes activités chez nous, des affaires à faire qui nous remplissent les jambes de plein de fourmis, des fourmis plus agréables, je le crois, que les chenilles et les grosses mouches, les petites mouches au camping, quoique les petites mouches noires ont arrêté de nous faire pleurer en se grattant car on sait quoi faire pour les éloigner. Mieux parce que ce sont des fourmis agréables chez nous, puisqu'elles nous chatouillent l'esprit en nourrissant le fruit de nos imaginations. Elles nous poussent au divertissement, aux envies de bouger et d'avoir du plaisir, du gros fun, du full plaisir pour lequel on va remercier les participants, les organisateurs, les bénévoles, les artistes, les anciens comme la relève. Mais merci surtout les Témiscamiens d'aimer ça, vous aussi, des fourmis de la fébrilité. Vous allez me trouver drôle comme ça arrive à mon directeur Aniel de l'exprimer, mais c'est pas pour rire que je vous dis ça, c'est pour vous remercier le Témiscamingue de faire ce qu'il faut pour nous faire garder le moral. Lis donc tes nouvelles, Moreau, vous allez dire, c'est moi le coordonnateur et je décide un petit peu et je souhaitais vous exprimer l'importance que vous amenez au plaisir d'avoir du fun au-delà de mes vacances, au-delà de mon moral qui est bon, surtout après tous ces pans de murs qui tombent autour de nous, hein? Serge Fiori, Ozzy Osbourne, Hulk Hogan aussi. Mais pour moi, le pan de mur des pans de mur, c'est Pierre Foglia, le plus insolent des journalistes, mais à mon humble avis, le meilleur. Respect à mes vieux chums, là, mais à 84 ans, Foglia rejoint les monuments du métier de journaliste. Salut, Foglia, c'est pour ça qu'on a besoin des fourmis. Mesdames, Messieurs, les gars, les filles, sur TVC9 et Témis TV, c'est le temps de vos nouvelles. Bienvenue tout le monde. D'abord, j'hésite entre vous parler de toutes ces drogues hyper destructrices saisies à côté, découvertes par l'OPP dans le nord-est ontarien, à un peu plus d'une heure de nos studios, trop près des gens qui essaient d'éviter de se départir de cet enfer, de la consommation qui fait peur, que je vous invite à surveiller et qui, je le souhaite, ne fera jamais si mal chez vous, si mal que le bilan routier des premiers jours des vacances de la construction, qui même si je le souhaite, ne nous touche pas directement au cœur de la famille. Nous attriste de voir ce jeune joueur de soccer de 14 ans de Laval, Hugo Saint-Pierre, à Ottawa, mercredi dernier, qui est décédé. Ça nous attriste, surtout que le temps d'enfiler les mots pour déplorer une 20e perte, en si peu de temps. Mais voilà que près d'une demi-douzaine d'autres nous échappent. Évident donc que la police nationale sort dans les médias, que cette vidéo devienne virale pour que le message passe aussi sur nos routes et pour vous. En 2024, je rappelle que 379 personnes sont décédées sur la route au Québec, 1276 blessés gravement. Comparé à la moyenne de 2019 à 2023, c'est 5,6 % de plus. Cette année, après 9 jours de vacances de la construction, à mi-chemin, il y avait déjà un préliminaire bien sombre de 19 décès. Si on veut réserver la tendance, renverser la tendance, il faut absolument que chacun fasse sa part. On doit ralentir, être vigilant, surtout être en état de conduire lorsqu'on prend le volant. Je relis ces mots depuis des semaines cette année. Écoutez-les, s'il vous plaît. Les excès de vitesse, la conduite avec les facultés affaiblies, le non-respect des règles de sécurité comme le port de la ceinture, les distractions et la fatigue sont les principales causes de décès sur les routes. J'ouvre aussi grandes mes oreilles en m'élançant sur le chemin des vacances. Avec vous. Pour certains, on n'est pas assez présent sur les routes. Pour d'autres, on l'est un peu trop. Quoi qu'il en soit, on est présentement sur les lieux d'une opération en sécurité routière. Nos policiers sont présents partout au Québec. Continuez d'être prudents. On vous veut en vie.
Nouveau festival, nouveau président, nouvelle planche et scène pour les spectacles, nouvelle dégustation. Je dis constamment aux jeunes journalistes de faire l'effort de ne pas répéter les mêmes mots dans les mêmes nouvelles, histoire de diversifier son texte, d'apprécier la langue française. Colin, dis-moi quand même ce qu'il y a de neuf, de nouveau à la foire gourmande. Ça commence, puis on en a besoin. Médéric, une grosse édition ici pour la Foire Gourmande, un tout nouveau comité, des nouveaux shows, excuse-moi. Est-ce que tu peux me parler un peu des nouveautés qui sont présentes ici à la Foire Gourmande? Ouais, on a un CA qui est très nouveau, on a beaucoup de nouveaux membres, on est arrivé avec une belle nouvelle énergie cette année, on a voulu se réinventer un peu, modifier un peu le style, donc on va voir là, habituellement on avait le très long chapiteau avec tous les exposants en dessous. Cette année, on a changé la formule, donc plusieurs plus petits chapiteaux, plus répartis, ça va être éparpillé jusque dans la rue. Donc les gens vont pouvoir se déplacer, il va y avoir plus d'espace aussi pour les visiteurs pour pouvoir aller au kiosque. Est-ce que tu peux me parler un peu des shows? Est-ce que les scènes de rue, un peu les gros shows aussi, le format de tes billets, comment tu vends ça cette année? Ouais, ben pour la scène de rue, ça fait quelques années qu'on a le concept, on continue encore avec ça. Donc ça c'est gratuit, c'est dans la zone festive. Donc tout au long du week-end, des artistes locaux qui viennent faire des performances pour le public. Puis pour ce qui est des les gros spectacles en soirée, ben c'est ça, là, on a décidé de clôturer seulement cet espace-là cette année. Donc c'est que les spectacles qui sont payants, 35 par soir ou 80 pour les 3 soirs. Noir Silence ce soir, jeudi. On a les respectables demain, puis Shine samedi, qui est l'autre gros spectacle. Est-ce que tu peux me parler un peu des commerçants cette année, des gens les exposants un peu, à quoi ça ressemble? Ouais, ben, on a beaucoup d'exposants, on est vraiment contents. On est à peu près proche d'un record, qu'on dirait. On a beaucoup de nouveaux aussi, une quinzaine, je dirais, d'exposants qui sont nouveaux, que c'est leur première fois à la Foire Gourmande. Donc, on va avoir beaucoup de variétés, beaucoup de nouveautés aussi pour tout le monde. Est-ce qu'on s'attend à un succès ici, en cette première édition? Ben, on espère. La météo semble vouloir être de notre côté pour tout le week-end. Donc, on espère que les gens vont être au rendez-vous. C'est tout ce qu'on attend. On finit les préparatifs aujourd'hui, puis on va être prêt à recevoir les gens. Merci beaucoup, Médéric. Merci à toi. Il y a des hommages aussi à Notre-Dame-du-Nord. Le 3 août, c'était surveillé. Notre-Dame-du-Nord qui profite, et je ne cherchez pas le texte, là, à mon monteur, j'ai ça sur papier. Notre-Dame-du-Nord qui profite des attraits du Témiscamingue avec la foire gourmande pour attirer des gens de l'extérieur et rendre hommage à ces bâtisseuses et bâtisseurs qui, évidemment, c'est écrit sur le monument, rendent hommage à la vie sociale et supportent la culture. Les préparatifs avancent puisque c'est dans 2 jours que ça a lieu. Outre l'hommage, ben, il y a un souper méchoui, il y a une soirée ciné-parc, un spectacle à ne pas manquer et un feu d'artifice. Les gens de Notre-Dame-du-Nord, amusez-vous, les visiteurs, bienvenue dans notre ville. Et les gens d'affaires de Winaway, c'est fait, c'est normal, direz-vous. Les Anishinabés font de plus en plus de business. Il y avait une cérémonie marquante pour l'avenir économique de la Première Nation Longue Pointe à Winaway. Mardi, il y avait le lancement de la Corporation de développement Tessiman, une nouvelle étape dans la démarche de souveraineté économique et de gouvernance autonome pour la communauté Anishinabé du Témiscamingue. Ce moment symbolique fut marqué par la signature d'un premier contrat de partenariat. Une belle histoire dont a accepté de nous parler le chef Steve Mathias. Mon nom, c'est Steve Mathias, je suis chef de la Première Nation de Longueuil. Monsieur Mathias, c'est une grosse avant-midi là, ce matin pour la Première Nation de Longue Pointe, alors que vous avez annoncé vous avez un peu débuté une corporation pour le développement et l'avenir de Longue Pointe First Nation. Pouvez-vous m'en parler un peu? Oui, ce matin, c'était l'annonce d'une corporation de développement pour la communauté. Donc, la corporation Chiman, et Chiman a le mandat de faire du développement économique, puis travailler sur notre souveraineté économique, aller créer d'autres sources de revenus pour la communauté via des ententes ou des contrats, des partenariats qu'on peut convenir avec d'autres entreprises de la région. Et donc, c'est dans sa mission de générer d'autres revenus
et aussi de favoriser de l'emploi et créer d'autres entreprises, comme je l'ai mentionné, en partenariat ou regarder l'aspect privé, des entreprises privées aussi au sein de nos membres. Donc, ça a ça comme mission. Sinon, est-ce que vous pouvez me parler un peu de qui est impliqué dans ce projet-là? Est-ce que c'est le conseil de Winnowi? Est-ce que c'est plus des citoyens? Qui est impliqué dans ça? Ben, nous autres, on a fait plusieurs années qu'on analyse tout l'aspect de développement économique, puis on s'est dit, quelle est la structure? Il faut se doter d'une structure pour se lancer dans le développement économique. Et donc, on a décidé de séparer ça du conseil. Donc, ça va être une entité indépendante. Et cette entité-là va avoir comme mission là, de faire le développement économique. Et c'est qu'on a, à date, là, c'est qu'il a fallu nommer des administrateurs fondateurs. Donc, ils sont juste là sur une base intérimaire. Et il y a deux de la communauté. Euh, et il y en a une qui, qui est aussi membre de la Première Nation de Témiscamingue, First Nation. Et on a deux autres personnes euh, des ressources externes. Donc, c'est eux autres qui composent le conseil d'administration présentement. Et on va falloir engager un directeur général, il va falloir impliquer des gens de la communauté sur ce conseil d'administration-là, développer de leur capacité, de leur donner de la formation et autres pour bien gérer les dossiers qui vont être confiés à cette coopération de développement-là. Parlant de dossiers, c'en était un important là, que vous avez annoncé en partenariat ce matin, une entreprise de forage. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu plus? Oui, ben, c'est une suite de l'annonce qui avait été faite le mois passé, au début de juin, avec la compagnie VR, c'est une compagnie junior, et elle a des clins miniers dans le secteur de Belle-Terre. Donc, c'est à proximité de la communauté aussi. Et on a négocié avec eux autres. Et là, on a vu l'ampleur des travaux qu'ils veulent réaliser. Donc, on a été à la recherche, donc, de trouver une compagnie de forage avec qui on pourrait créer un partenariat. Et on avait rencontré 5 ou 6 compagnies de la région. Et en fin de compte, le conseil s'est arrêté sur euh, la compagnie de RGLL de Rouen-Noranda avec le président David Bradley et toute son équipe. Donc, on, on a regardé ça avec eux autres, s'ils partageaient notre vision et si c'était de quoi qu'on pourrait bâtir une relation à long terme avec eux autres. Et on a pris notre temps à se bien se connaître et on a mis, on a créé cette compagnie-là qu'on détient, nous autres, 51% et Bradley, ben, RGLL détient nous autres de 49%. Ça fait donc deux annonces très, très importantes pour la communauté, justement le développement économique de celle-ci. Est-ce qu'on est optimiste par rapport à l'avenir un peu plus pour la communauté de Long Point First Nation? Il faut l'être parce que on avait fait une étude démographique sur, sur Long Point et d'ici une vingtaine d'années, la population va doubler ici à Wendover. Donc, c'est très important qu'on crée une économie, tu sais, pour faire vivre les gens, tu sais, et faire le développement de cette communauté-là. Donc, euh,
actuellement, le conseil de vente, c'est l'employeur principal, la communauté, c'est peut-être à 95-98% des employés relèvent du conseil de vente. Donc, on a un intérêt à se lancer en développement économique pour créer d'autres opportunités, pour créer des nouveaux postes là, qui vont nécessiter là, en faisant du développement économique. C'est pas juste dans le domaine minier, on veut se lancer dans le tourisme, on va regarder aussi à l'autonomie alimentaire. On avait déjà fait un projet là, Kitigan, ça fait une trentaine d'années de ça, avec des serres communautaires. Donc, ça mijote là, dans la communauté aussi, là, de commencer à se relancer dans la production de légumes avec des serres, jardins communautaires, champs de patates, tu sais, pour qu'on puisse être plus autonome au niveau de l'alimentation aussi. Sinon, est-ce que Winaway, est-ce qu'on est satisfait là, des annonces là, qui ont eu lieu? J'imagine que c'est des grosses journées pour vous, là, monsieur Mathias, là. Ben, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre là, pour la communauté. Et les gens nous avaient demandé l'année passée, quand on était en contact avec VR, et on regardait l'ampleur des travaux, des clins qu'ils ont sur le territoire. Et la communauté s'est dit, OK, on n'est pas contre, mais il va falloir avoir un plus grand mot à dire dans ce développement-là. Tu sais, il faut qu'on en tire des bénéfices aussi, mais pas à n'importe quel prix. Là. C'est pas juste une question de faire de l'argent pour nous autres, c'est de bien gérer le territoire aussi, puis de penser aux 7 prochaines générations pour être sûr, là, comme quoi que qu'est-ce qu'on peut profiter d'aujourd'hui, ça va profiter des autres générations à venir. Et ça va être ça, notre, euh, notre façon de travailler avec des partenaires comme RGLL, VR. Mhm. On a d'autres partenaires en vue, là. On est sur le bord d'entamer d'autres tables de négociation. Donc, à suivre, je pense que ça va être intéressant dans les prochains mois. Exactement. Merci beaucoup, monsieur Mathias. Moi, je te remercie. Et les services de transition à la vie adulte pour les jeunes issus de la protection de la jeunesse s'amènent dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Un nouvel élan pour les jeunes dans le besoin pour élargir l'offre de services d'hébergement destinés aux jeunes en transition vers la vie d'adulte. Le ministre responsable des services sociaux, Lionel Carman, le 29 juillet, dans le cadre de sa tournée en Abitibi-Témiscamingue, a fait l'ouverture du Tremplin, un projet novateur, structurant, destiné à accompagner les jeunes de 16 à 25 ans qui ont reçu des services de la protection de la jeunesse grâce à un réseau d'hébergement supervisé, un accompagnement psychosocial individualisé et des partenariats communautaires solides. Le Tremplin offre aux jeunes les meilleures conditions possibles pour qu'ils puissent cheminer vers l'école, l'emploi et une vie autonome. Il repose sur des unités d'hébergement réparties dans la région, Amos, Lassan, Rouyn-Noranda et Val-d'Or, et prend la forme de chambres, d'appartements ou de maisons qui peuvent accueillir plusieurs jeunes. Nos extraits sur ce bulletin, mais aussi sur Facebook à l'instant. Avec leurs choses personnelles dans le sac de poubelle sur l'épaule, ne sachant pas où aller. En voulant renverser tout ça, le 6 de la Témiscamingue a fait quelque chose d'exceptionnel. Non seulement ils ont mis sur pied des logements supervisés pour nos jeunes, comme un peu partout dans le contexte de la Fondation qui aide les jeunes à l'éducation, la vie post-intelligente, mais également appuyé ici. Ils sont venus mettre sur pied le tremplin, qui est un genre
d'appartements, d'enseignement, de transition, où les jeunes peuvent s'adapter à la vie autonome, pratiquer, faire des erreurs, mais pouvoir se reprendre. Au nom du CIS Abitibi-Témiscamingue, je vous remercie tous d'être ici, dans cet endroit qui est très novateur, effectivement. C'est, comme Sarah nous a dit, probablement la première fois qu'on fait une dans un appartement. Donc, vous voyez bien le fruit de tous les efforts qui ont été mis de l'avant pour pouvoir avoir cette très belle réussite. Évidemment, je vais citer Mathias, il nous a complètement charmé tantôt avec son histoire. La pression est forte, Mathias, on vous confirme. Donc, vous avez compris en fait que ce n'est pas un espace d'hébergement, mais plus un espace novateur où est-ce que les jeunes de 16 à même 35 ans, notamment en provenance de la DPJ, peuvent venir faire des acquisitions de belles compétences qu'ils auront à faire pour pouvoir poursuivre leur vie de jeunes adultes aussi. Donc, un endroit qui est bienveillant, un endroit sécuritaire, un endroit de stabilité aussi qui leur permet de plus se développer encore davantage. Donc, ça a été pensé en fait pour pouvoir leur permettre ce tremplin-là vers la vie adulte, vers l'autonomie à développer. Donc, c'était possible, bien entendu, grâce à plusieurs intervenants, plusieurs partenariats. Et on est vraiment très content de pouvoir vous montrer le fruit de cet effort-là aujourd'hui. Donc, merci à vous tous d'être ici pour pouvoir souligner cette belle occasion et ce beau projet novateur aussi. À l'image qu'on est souvent de Témiscamingue, donc on aime beaucoup se le rappeler et le rappeler aussi à nos gens qui nous écoutent. Donc, merci d'être ici aujourd'hui. Ben voilà, c'est complet pour vos nouvelles. Je confie mon siège à Colin qui complétera son stage en planifiant les bulletins qui viennent. Il y en aura 4. Je vous retrouve dans 2 semaines à peine, le temps de prendre un peu de repos. Merci de votre présence à nos nouvelles témiscamingiennes. Je vous souhaite du plaisir dans vos festivals respectifs. Amusez-vous, reposez-vous aussi. À bientôt.